Slim Chimi a une maîtrise en géographie. Mais depuis 5 ans, il est serveur dans ce café de Tunis. Il ne trouve pas d'emploi qui convient à sa formation. Tu ne peux pas choisir ton travail dans ce pays. Moi, j'ai terminé mes études pour enseigner. Normalement, tu attends 1 an ou 2 pour travailler. Mais non, ici, quand tu as terminé tes études, c'est le travail qui te choisit. Il faut que tu vives. Moi, je travaille dans un café, mais il y en a qui travaillent dans la rue, à vendre des livres. D'autres travaillent dans la contrebande. Comme Slim, des milliers de Tunisiens ayant fait des études supérieures doivent changer de branche et baisser leurs attentes professionnelles. La majorité des emplois créés en Tunisie sont peu qualifiés, alors que 60 000 personnes sortent des universités chaque année dans un pays où le taux de chômage frôle les 15% de la population active. Les gens qui ont des diplômes, après, se retrouvent dans des emplois, dans des compétences pour lesquelles ils n'ont pas été formés. C'est ce qu'on appelle l'inadéquation ou le sous-emploi, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent peut-être dans des filières pour lesquelles ils ont été formés, mais à un niveau de compétences bien trop faible par rapport à leurs compétences. Près de 4 ans après la chute du régime de Ben Ali, aucune réforme économique majeure n'a été engagée. Et à la veille des élections présidentielles, la pression est de plus en plus forte sur les politiques. Ce n'est pas facile de créer cette valeur ajoutée en Tunisie parce qu'il a fallu passer par la formation de nos ingénieurs pour pouvoir ensuite développer des solutions à valeur ajoutée. Mais c'est des choses qui sont possibles. Ce qu'on souhaite, c'est que ce soit plutôt les autorités qui prennent en charge ces formations. Les programmes des candidats au présidentiel du 23 novembre sont pourtant restés très vagues, alors que pour beaucoup de Tunisiens, la révolution de 2011 avait porté les espoirs d'un meilleur avenir économique. Le procès de l'une des personnalités les plus riches du Brésil s'est ouvert mardi à Rio de Janeiro. À 58 ans, Batista, homme d'affaires multimilliardaire, doit répondre à des allégations de délit d'initié. Il est accusé d'avoir manipulé des marchés boursiers en utilisant des renseignements privilégiés en 2013 pour vendre les actions d'une société. Cet homme a fondé sa fortune grâce à l'industrie minière et pétrolière et accumulé près de 30 milliards de dollars. Le litre d'essence est passé à 8 500 roupies, soit 56 centimes d'euros en Indonésie, une hausse spectaculaire de 30%, conséquence directe de la réduction des subventions publiques à l'énergie, une économie impopulaire qui doit permettre de doper l'investissement dans les infrastructures. Au dire du président indonésien, l'État a besoin d'un budget pour les infrastructures, l'éducation et la santé. Et ce budget n'était pas disponible jusqu'à présent car il était gaspillé en subventions à l'énergie. Il s'agit aussi de redonner du tonus à une croissance qui a ralenti au 2e trimestre à un plus bas niveau depuis 5 ans. Les subventions à l'essence et à l'électricité représentent environ 18% de la première économie d'Asie du Sud-Est. Le prix de l'essence est l'un des plus faibles de la région. Ces subventions sont un sujet historiquement sensible en Indonésie, pays où les augmentations du prix de l'essence ont provoqué par le passé d'importantes manifestations ainsi que des divisions au sein des partenaires de coalition gouvernementale. Les économistes se sont pour leur part félicités de la hausse des prix à la pompe qui démontre selon eux le sérieux du chef de l'État en matière de réforme économique. Le Ford F-150, un pick-up symbole d'excès lors de la crise économique, désormais solidement installé en tête des ventes de véhicules aux États-Unis. Derrière, on retrouve des modèles similaires du groupe GM. La marque Ram du groupe Chrysler est-elle en plein boom? Raison principale de cet engouement retrouvé, le retour de la croissance et la chute des prix du pétrole. Les Américains changent facilement d'avis. Quand les prix de l'essence sont au plus haut, on se jette sur les voitures les plus économiques. Mais si les prix baissent, un mois plus tard, on achète à nouveau des pick-up. On n'a pas vraiment de vision à long terme. Principale victime de ce revirement des consommateurs américains,
les voitures hybrides, dont les ventes ont baissé de 5% cette année. Pionnier en la matière avec la Prius, Toyota s'apprête à lancer l'année prochaine une nouvelle version de son modèle Star. Mais le constructeur japonais prépare aussi l'après-pétrole avec le lancement sur le marché américain d'une voiture à hydrogène. Un jour, on ne pourra plus se permettre de ne pas s'en occuper parce que les énergies fossiles ne sont pas infinies et nous voulons préparer l'avenir. Pas dans 5 ans, mais dans 10, 20, 30 ans, il nous faudra des ressources viables. Des préoccupations qui sont loin pour l'instant d'être la priorité pour une majorité d'Américains très attachés à leur pick-up. L'Amérique profonde est un marché qui reste très convaincu de l'utilité des pick-up pour des raisons professionnelles ou pour leurs loisirs. Cela fait bien longtemps que les constructeurs nous vendent ces véhicules. Et les Américains aiment l'image d'homme fort que cela projette. Donc ils sont nombreux tout simplement à préférer les pick-up. Des véhicules utilitaires qui ont tout de même fait des progrès considérables en termes de consommation grâce à de nouveaux moteurs. Le F-150 de Ford a quant à lui fait un régime amincissant. Sa carrosserie en aluminium lui a fait perdre plus de 300 kilos. Pas de hausse de la TVA au Japon en 2015. L'ajournement d'une deuxième augmentation de cette taxe a été annoncé la semaine dernière par le Premier ministre Shinzo Abe. Le chef du gouvernement de droite a reconnu être obligé de renoncer à augmenter comme prévu en octobre 2015 le taux de la taxe sur la consommation. Une décision qui fait suite au remous créé par une première hausse en avril 2014. Pour gagner la bataille contre la déflation, pour stimuler la croissance économique et pour essayer de garantir le succès de la stratégie dite des Abenomiques, j'ai décidé que le taux de TVA ne devrait pas être augmenté comme prévu en octobre prochain et que cette hausse serait reportée de 18 mois. Après 2 années de propagande aux 4 coins du monde, Shinzo Abe est confronté à des difficultés internes. Les statistiques de croissance sont tombées, voire catastrophiques, 0,4% au 3e trimestre, après moins 1,9% le trimestre précédent. Un vignoble de Montélimar-lès-Durès, premier cru. L'une des 47 cuvées de vin de Bourgogne qui sera vendue aux enchères par les Hospices de Beaune. La vente, c'est la raison d'être de cette institution. En jeu, récolter un maximum de fonds pour financer l'hôpital local, près de 6 millions d'euros en 2013. Roland Mas, le régisseur du domaine, n'est pas peu fier d'avoir contribué à son succès. Je suis quand même assez content que le chiffre d'affaires de ces dernières années ait bien progressé et qu'aujourd'hui, l'hôpital de Beaune peut assurer une partie de ses revenus grâce à la vente des vins qui a bien progressé depuis 5-6 ans, quoi. Donc c'est pas négligeable. 400 000, 3 fois, on va tous crier ensemble, adjugé, vendu! Depuis 2005, la célèbre maison Christie's s'occupe des enchères. Un rapprochement qui propulse la traditionnelle vente de charité au rang d'événement international. Pas seulement à coup de marketing, mais aussi grâce à certains changements dans la vinification ou la production elle-même. Tout le domaine est passé en bio. Ça n'a pas été très facile au début. Mais bon, maintenant que la vigne et les personnes se sont acclimatées, tout se passe pour le mieux. Et pour que l'événement se passe au mieux, Roland Mas et ses vignerons goûtent chaque cuvée chaque matin. Des dizaines de tonneaux de vin à bichonner jusqu'au jour J. L'élément le plus important, c'est qu'on est les premiers à présenter le vin du millésime qui vient d'être récolté. Donc il y a une situation qui fait que, effectivement, on n'a pas droit à l'erreur déjà, et puis que le régisseur des Hospices de Beaune est mis sur le devant de la scène chaque année à la même époque. En janvier 2015, Roland Mas fera ses adieux au domaine des Hospices, mais pas au vin.
Ce fils de vigneron suivra de loin le travail de sa successeur, Ludivine Griveaux, la première femme à régir l'institution.